Bonjour à tous pour cette nouvelle émission, la sixième. J'ai vraiment la chance et l'honneur d'être en direct avec Sacha Rosenthal. Bonjour Sacha, comment tu vas? Très bien, bonjour Philippe. C'est un Bah, plaisir c'est d'être ici avec c'est toi. un, c'est un plaisir et alors je lance le live sur LinkedIn. Voilà, c'est parti aussi. Donc c'est vraiment un honneur pour moi. J'ai vu que tu te faisais quand même assez rare sur les réseaux sociaux. Quand j'ai préparé cette émission, j'ai regardé s'il n'y avait pas des interviews de toi. J'en ai pas trouvé beaucoup. Donc Non, 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 quand les journalistes professionnels, uniquement professionnels, viennent me voir, je réponds en général, mais je ne vais pas chercher, en général. oui, voilà, j'ai vu pas mal d'interviews papier, mais j'ai pas vu beaucoup d'interviews vidéo. Voilà. Non, 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 je te confirme. Je te Donc confirme. je te remercie d'être là. Donc, avant de commencer, donc je rappelle que nous sommes en direct sur 3 réseaux simultanés. Nous sommes en direct sur LinkedIn, Instagram et Facebook pour ce 6e live. Le 5e live a fait plus de 15 000 vues cumulées cette semaine. On était avec Thibaut Regard, joueur pro du loup rugby. Toi, je sais que tu adores le rugby, Oui, ouais, Sacha. Parce que ouais. ton bureau est bien décoré. Est bien Je suis décoré. rouge et noir aussi, mais Ouais, pas la même équipe. Je suis toulonnais en non. fait. Ah oui, donc tu supportes Toulon. Absolument, absolument. Ouais. J'ai Mais investi à bon, Toulon, donc on pourrait aller voir un match ensemble. J'ai acheté des locaux commerciaux à Toulon. avec plaisir. Donc, Mais bon, le Loup, c'est une belle équipe, et puis je connais le président, son épouse, que j'ai d'ailleurs eu l'opportunité d'avoir sur une session de coaching entrepreneurial. Enfin, vraiment, c'est des gens bien. Et puis, c'est une belle équipe. tu parles de Ginon ou de Yann Roubert? Yann Aubert, pardon. Yann Yann Roubert, Aubert et oui, son épouse. président délégué, d'accord. Bon, je rappelle que tu es donc le PDG du groupe Xefi. Xefi, c'est une société d'informatique. On va en parler longuement durant cette heure ensemble. Avant de démarrer, je voulais juste parler d'un tout petit événement au Sportbiz. Je ne sais pas si tu as suivi, mais je sais que ça te touche beaucoup. Durant ce mois d'août, on a créé un pôle femmes dans Sportbiz parce qu'on a de plus en plus de demandes d'adhérentes et souvent les femmes ont du mal à adhérer à un réseau d'hommes, donc un réseau mixte, on va dire. Donc, on a créé un pôle femmes et le 12 septembre, on organise un petit déjeuner de 8h à 10h à Miribel, chez notre partenaire notaire Karine Charmeton. Donc, ce déjeuner est ouvert à toutes les femmes. Il est gratuit. Donc, que vous soyez femme, chef d'entreprise ou vous avez envie de créer votre boîte, de gagner en confiance, vous pouvez vous réunir autour de toutes ces femmes. Donc, c'est le petit déjeuner du 12 septembre, 8h à Miribel. Voilà. Donc, pour info, au mois d'octobre, on n'a pas encore de lieu pour faire ce petit déjeuner femmes. Donc, pourquoi pas le faire chez Xefi? Ça pourrait être sympa, puisque tu aimes Avec- mettre les femmes à l'honneur. Tu auras juste à acheter quelques croissants. Parce que pour toi, la parité homme-femme chez Xefi, c'est comment? Ah bah, en fait, il y a des années, bon, j'ai démarré mon entreprise assez jeune, en fait, à l'âge de 25 ans, avec mes idéaux. Et moi, je ne concevais pas qu'il y ait une différence. En fait, c'est quelque chose qui m'a surpris de découvrir plus tard, quand mon entreprise a grandi, ces sujets-là. Parce que pour moi, il n'y avait pas de sujet, il n'y en a jamais eu au sein de mon entreprise. J'en ai beaucoup discuté avec Alexandra des Lyonnes. Je ne sais pas si tu connais, c'est une très belle association. Je connais Et parce que j'ai vu ton interview sur YouTube. Exactement. Et puis, c'est pas, pour moi, c'est pas un combat. Pour autant, il faut y prêter attention. C'est une évidence qu'il ne peut pas y avoir de différence ou de trucs. Et c'est vrai que on est obligé d'agir quand même. Il y a des associations, ce que tu fais là, par exemple, je trouve ça très bien. C'est vrai que beaucoup de femmes n'osent pas aller dans des réseaux d'hommes, et c'est assez vrai. Il y en a plein. Ça commence, hein, mais il faut Oui. pousser. Et puis, pourquoi pas des réseaux de femmes. En tout cas, si ça améliore la parité, bah, tant mieux. Voilà. Faut pas, moi, je suis pour, et il n'y a pas de raison. Voilà. Mais dans mon entreprise, c'est pas un sujet, en fait. Il n'y a pas de Parce sujet. J'ai qu'au-delà des de, la cadres. au-delà de la parité, chez Xefi, les femmes ont des postes importants. C'est aussi ça qu'il Oui, alors, faut. on a peu de techniciennes parce que c'est comme ça. Moi, je peux pas. Je prends les candidats, les candidates. Voilà. Pour autant, dans la progression des carrières, j'ai en proportion du nombre de femmes, qui est plus faible que le nombre d'hommes chez moi, je dois avoir 35-38% de femmes, je ne sais plus le chiffre exact, et ben, j'ai plus de cadres et des managers, beaucoup de managers qui ont grandi dans l'entreprise. Mon codir, je compte même pas parce que je fais pas des parités, mais je dois avoir, si j'ai pas la moitié, j'ai au moins 40% de femmes ou 45%, et sans pour autant avoir forcé le trait. C'est juste naturel. En fait, il faut créer des systèmes bon, j'ai été interviewé là-dessus, hein. Créer des systèmes qui profondément n'est même pas à traiter le sujet parce que ça doit être naturel. D'accord. Et du coup, les femmes sont peut-être plus fidèles, non, au point de vue plus d'ancienneté. Une fois qu'elles ont un bon poste, elles cherchent peut-être moins à changer par rapport à un homme, non? Tiens, c'est intéressant ce que tu me dis, j'ai même pas vérifié, pour tout te dire. Moi, je sais que mes cadres me sont fidèles d'une manière générale, hommes et femmes.
mais j'ai pas fait attention si tu vois, c'est vraiment, cette, non-différence pour nous, elle est tellement évidente qu'on ne prête pas attention, au fait que tu es un homme, une femme, tu réagis différemment. Alors, on sait les différences. Il n'y en a pas 36 000. D'ailleurs, j'ai fait une intervention à la Banque de France là-dessus, et j'étais aux côtés d'une jeune fille brillante, brillantissime, j'ai oublié son nom, mais elle avait fait une thèse là-dessus sur les femmes et l'économie. Et moi, j'étais l'autodidacte, chef d'entreprise expérimenté, et elle était la jeune à sa thèse. Et on fait le même constat. La seule vraie différence, c'est la confiance. C'est la seule vraie différence. Il n'y a pas de différence de compétences, ça, on le sait depuis longtemps. Le problème, c'est la confiance. Les femmes ont en général un peu moins confiance en elles et les hommes sont plus prétentieux. Ça, on le tourne comme on veut, hein, je caricature, mais on reste quand même. Ça, c'est des réalités bon, factuelles. Hein. Moi, je les avais constatées en tant qu'autodidacte manager et elle les a constatées en faisant une thèse sur les femmes de l'économie. Donc, vous voyez, Oui, tu puis après, vois, c'est aussi le regard de certains hommes qui dénigrent les femmes ou qui les écoutent moins, qui font que les femmes ont moins confiance en elles aussi. mais hormis ça, chez nous, à partir du moment où, par exemple, les évolutions de carrière ne se font pas parce que quelqu'un l'a demandé, mais plutôt sur des critères objectifs, on n'a pas de problème du fait que j'ai pas confiance en moi, donc j'ai un peu moins confiance pour demander une augmentation, une évolution de carrière, parce que souvent elles se font à la demande, pas nous, pas chez nous. Enfin, il y a des règles qui font que, à la fin, on arrive à une égalité réelle, une parité, enfin, pas une parité dans le sens 50-50, j'ai un métier où il y a moins de femmes qui se présentent, mais en tout cas, une égalité des chances, ça c'est sûr. Factuellement des carrières identiques, factuellement autant de femmes managers que d'hommes. C'est juste par conséquence d'un système que je crois qui a pensé à ça. D'accord. Bon, eh ben, nous allons démarrer l'émission. Entre-temps, si vous avez des questions pendant l'émission, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de commentaires, donc moi, je ne peux pas les lire en régie. Vous les lisez. S'il y a des choses intéressantes, vous n'hésitez pas à les afficher. Et on va lancer le générique pour démarrer l'émission. C'est parti. Rebonjour Sacha. On fait les choses pro. Donc, il y en a toujours qui nous rejoignent en cours de route. Hein, ça arrive, c'est ça, les émissions en direct. Donc, Sacha, on va résumer un petit peu ce que tu es aujourd'hui, ce qu'est Xefi. Donc, Sacha, tu es autodidacte. Hein, Oui. c'est important pour toi. Tu n'as pas de diplôme. Tu as aujourd'hui 195 agences sur toute la France. France, Belgique, Suisse et Espagne maintenant. D'accord. Et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu gères Bon. 2000 personnes. Quand tu dis 2000, c'est franchisé compris ou c'est salarié? Franchisé compris, on est autour de 1000 salariés et autour de 1000 collaborateurs dans les franchises. D'accord. Et sur 1000 salariés, donc tu en as 500 au siège social à Rieux, parce qu'on précise quand même que tu es une entreprise lyonnaise. C'est Oui. pour ceux qui ne le sauraient pas. J'ai Voilà. démarré à Bossuet dans le 6e. Voilà. Donc, et tu as toujours ta boutique dans le 6e aujourd'hui, qui est une boutique très, très connue de tous les Lyonnais. Complètement. Bah, Mickaël, le directeur, est là depuis plus de 20 ans et il est plus connu que moi, je crois, dans le 6e et dans le 3e. Et ton objectif, donc, c'est d'ouvrir 400 agences au total d'ici 3 à 4 ans, donc doubler le nombre d'agences. De toute façon, ça correspond à peu près à ce qu'on verra tout à l'heure, ton objectif de 25% par an. Ces 200 agences supplémentaires, la proportion entre la France et l'étranger? C'est une centaine en France, parce qu'en France, on commence à être assez important, et une centaine à l'étranger. Là, pour le coup, ça va être moitié-moitié, donc l'étranger va se développer plus vite. Sur quel pays, là, tu vises On vise l'Espagne, puisqu'on vient de mettre un bureau et on va accélérer en Espagne. La Belgique, ça continue et c'est chouette d'ailleurs, c'est une belle aventure en Belgique. Et la Suisse, pour l'instant, c'est pas en nombre d'agences. Pour l'instant, on va, tiens, il y a le chat. Pour l'instant, la Suisse, on va essayer de faire réussir les agences existantes d'abord. Il faut se concentrer avant de multiplier le nombre d'agences. Donc, on va continuer la Belgique, essayer de doubler le nombre d'agences en Belgique, et on va être à fond dans le développement espagnol. Alors, Xefi, ça s'appelait CFI au départ, pour ceux qui ont mon âge. Donc, ça t'a changé en quelle année, le nom? J'ai changé en 2016. En 2016. 2016. Et tu peux me rappeler pourquoi tu as changé de nom? Oui, tout à fait. CFI a été créé en un quart d'heure sur le coin d'un bureau. Pour tout te dire, j'étais tout seul, j'étais pas très market. Donc, c'était conseil formation informatique et il fallait mettre un nom dessus. J'ai mis maintenance informatique, il fallait mettre un nom. Et je l'ai fait vraiment pour faire mes cartes de visite chez un imprimeur qui était un ami que j'avais dépanné d'ailleurs et qui m'a dit, je te fais des cartes de visite, il faut mettre un nom. Voilà. Et puis, en 2015, quand on a commencé à vouloir faire de la franchise, on s'est trouvé un petit problème technique, tout simplement. Il faut être propriétaire de son nom. Donc, on a déposé notre marque CFI, mais la marque CFI n'était pas déposable puisque c'est un acronyme de noms composés qui ne sont pas des noms propres, donc non déposables.
Et à ce D'accord. moment-là, on a décliné, on a mis le X d'expérience à la place du C. On a essayé de faire quelque chose de cohérent et qui se fasse notre histoire, puis on est fiers de ce nom Xefi. C'est CFI C'est avec. c'est toi qui l'as trouvé tout seul ou vous Non, l'avez non, non, trouvé non, ensemble? non, je me suis fait aider. Je me suis fait aider, D'accord. en gros. Donc, tu as démarré en 1997 dans 8 mètres carrés seulement. Donc, toi, tu n'as pas démarré dans un garage, mais tu as démarré dans l'arrière-boutique d'une agence immobilière, c'est ça? Oui, ACR, l'agence ACR, 36 rue Bossuet, agence Coulommiers-Robert. Tu avais une fenêtre quand même ou tu étais dans un petit cagibi? Ah Même pas non, de fenêtre? ah non. Mais rentrer Et dans donc, l'agence. et donc depuis, tu as racheté plus de 70 sociétés. Donc, c'est comme ça que tu fais surtout ta croissance externe, hein, en rachetant des entreprises. Bah, justement, comme tu as démarré dans 8 mètres carrés, j'ai une petite question pour toi, voir si tu vas réussir à trouver quelle grande entreprise, hein, je vais t'aider, américaine, ont démarré dans un garage. Et tout ça Il pour y a prouver HP. que… Il y a qui, tu dis? HP. Oui, HP, hein. Il y en a 4 dans Voilà. l'informatique sur 5, même 4, ouais. Oh, waouh, HP, waouh. HP, après, est-ce qu'il y a Apple? bien sûr, 2. Voilà. Deux, parce que c'est le mythique garage. Hein. C'est vraiment. Est-ce que les quatre grandes, il y a Amazon forcément. Bien sûr, Amazon. Qui d'autre euh, en informatique, c'est les trois que je connais moi et dont enfin Apple Allez, et HP surtout. HP, je connais très bien, allez, mais je te les les autres, affiche. Donc, il y a Apple, Amazon, Microsoft, Google, Microsoft. Dell, Disney, qui avait démarré dans un petit garage. Ah oui, Il Disney. était, Très belle histoire. voilà, Et Walt et Disney. HP. Donc, on voit quand même qu'il y a Apple, Microsoft, Google et HP. Donc, il y a quand même des 4 métiers liés à l'informatique qui ont démarré dans des garages, comme toi. Amazon, au départ, faisait de la location de cassettes vidéo. Je ne sais pas Ah non, si je tu sais pas. es au courant. C'est comme ça qu'ils ont développé. Ils faisaient de la location de cassettes vidéo, mais ils les envoyaient par courrier. Bon, après, il faut être très humble face à ces grands monsieur. Hein, quand même. Non, bah, quand même, tu es quand même une grande réussite française. Justement, je lisais un article là-dessus cette semaine. Quand on regarde les grandes réussites américaines, comme tu peux voir affiché ici, c'est des gens qui sont partis de rien. Et quand on regarde les plus grandes réussites françaises, il n'y a pratiquement que des héritiers. Donc, est-ce qu'en Ah oui. France, ouais, sur le top 100, par Xavier Niel, il n'y a pratiquement que des héritiers sur les plus grandes fortunes françaises, alors que ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Toi qui connais bien les États-Unis, est-ce que tu sens qu'en France, c'est quand même plus difficile quand on part de rien? Dire tu es quand même un exemple et tu es aussi une exception. Tu n'es pas tout seul, mais voilà, est-ce que tu sens que c'est quand même plus difficile en France que dans les autres pays, toi qui voyages beaucoup, qui rencontres beaucoup de monde? Indiscutablement. Mais vraiment, il y a des raisons très, très factuelles et indiscutables. Hein, c'est les capitaux. Mmh. En France, au bout je sais pas, 5, 6 ans, quand j'ai prouvé que j'étais capable de gérer une boîte, que je développais plus 20, plus 30 chaque année, etc., le même aux États-Unis, on m'aurait prêté 100 millions. Ouais. Mais c'est toutes ces histoires-là, c'est qu'il y a un effet au bout d'un moment, avec la confiance, les banques, les partenaires, et puis ils ont cette culture depuis toujours sur les grands projets de lever des fonds, d'avoir des investisseurs. Ils ont cette culture. Ça commence avec les startups françaises, mais les startups, oh, il y a tellement à dire, on ne va pas passer notre temps là-dessus, mais indiscutablement, oui, c'est un problème de confiance, pour lever des capitaux, oui, indiscutable. Et puis, Et tu penses c'est aussi que oui. le droit du travail il fait aussi pour quelque chose. Des fois, on n'ose pas trop recruter quand on démarre une entreprise parce qu'on a peur de se tromper sur le recrutement et on sait qu'après, Alors on est un ça, petit peu… oui, mais moi, j'ai pas eu ce problème. Parce que moi, j'ai pas eu cette peur. D'accord. Moi, ça, justement, c'est un de mes points forts, ou en tout cas, c'est quelque chose que j'aime, que je ne subis pas les problèmes qui vont avec, hein, puisque je dis pas, je n'ai pas de problème. Je dis, c'est pas quelque chose que je subis. Mais pour autant, oui, c'est un frein. C'est pas celui que j'ai eu, et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis développé. Alors, on a parlé de Xefi, mais on n'a pas encore trop dit ce que tu faisais. Donc, on va un petit peu développer. Donc là, je résume vite fait, mais après, tu vas développer. Donc, tu vends Ouais. du matériel, des PC, du portable, des serveurs, des imprimantes. Et tu es aussi avant tout une société de services avec des contrats de maintenance, de sécurité, etc. Tu peux un petit peu nous développer, voilà, si tu devais faire ton pitch, Ouais. te présenter devant un Je client. vais faire le pitch. En fait, on a en quelques mots, on s'adresse surtout on est du B2B, hein, déjà, on travaille avec les entreprises, plutôt les PME de 1 à 300 salariés, même si on a une unité spécialisée d'une centaine de personnes vers les entreprises au-delà de 300 salariés, donc on est quand même plutôt bien dans ce marché, mais on est plutôt sur les entreprises de 1 à 300 salariés. Et qu'est-ce qu'on y fait? De l'infogérance, numéro un, c'est notre culture, notre histoire, on s'appelait CFI Maintenance, de l'équipement, on vend tout le matériel, on fait l'équipement, du cloud, donc tout ce qui est hébergement de données avec nos propres data centers, notre propres équipes d'ingénieurs, notre propre cloud, de la sécurité et maintenant de la digitalisation. La sécurité, c'est tout ce qui est sécurité du réseau, etc. Et digitalisation,
c'est plutôt récent. On a 200 personnes dans le groupe dédiées au software et on a toute une palette de solutions de software pour aider les entreprises à automatiser leurs processus. Donc finalement, ce que tu fais, on pourrait se dire qu'il y en a beaucoup d'autres qui le font, mais qui n'ont pas eu cette réussite et qui n'ont pas ce développement que tu as. Donc, qu'est-ce qui fait la différence et la force de Xefi? Moi, j'ai noté l'accueil, la rapidité, l'engagement, le service client qui font partie vraiment de ce que toi, tu veux donner comme direction à tes équipes. Ouais, c'est exactement ça. Je dis toujours à mes collaborateurs. Ah, attends, je t'entends pas là. Tu m'entends là? Là, je t'entends, ouais. En fait, c'est exactement ce que je dis. Je fais tous les 2 mois, je fais une réunion de nouveaux collaborateurs. J'en ai une demain matin d'ailleurs. Et je leur dis, finalement, Xefi, on vend des ordinateurs, on les dépanne, on les sauvegarde dans le data center, on fait du software et de la sécurité et du cloud. Bon, comme tout le monde. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors La attends, différence, je vais mettre la petite vidéo avant que tu le dises alors. ah, vas-y, vas-y. Parce que si tu le dis dans la vidéo, comme ça, on va te faire. Allez, on lance la vidéo en technique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quel plaisir de vous avoir tous ici. Ça y est, Starter 2024. Bienvenue à tous. On peut avoir tout ce qu'on veut, des beaux projets, des bons tarifs, un service technique performant, on a un back-office fantastique, on a plein de formations pointues. Mais on peut avoir tout ça si à la fin, quand un client appelle, ça ne répond pas, ça sert à rien. Et si un client appelle et qu'on lui répond tout le temps, avec le sourire, avec un devis en 15 minutes, bah ça marche. L'entreprise s'est créée avec ça. C'est valable quand c'est fait dans 100% des cas. La base du modèle, c'est celle-là. Et la priorité du groupe, c'est celle-là. Moi, j'adore. Bon, on a J'adore tout parce résumé. que j'ai ces valeurs-là aussi, et puis je comprends même pas que des entreprises ne les ont pas aujourd'hui. Je sais pas, quand tu fais appel à des artisans ou d'autres entreprises, tu demandes un devis, des fois, il me faut 10 jours, 15 jours pour avoir un devis, quoi. Mais en fait, je crois que c'est une question d'inversion de paradigme. Je m'explique quand je dis ça. Quand la plupart du temps, et moi je vois pour les managers, hein, c'est presque un réflexe naturel. Quand j'embauche des managers pour développer, manager une des entreprises du groupe, il y a 60 entreprises du groupe en dehors des franchises, ils rebasculent très souvent, avec plein de bon sens, plein d'engagement, etc., dans ce que j'appelle la gestion des problématiques techniques. Et en fait, moi, je ne gère pas mes entreprises comme ça. Je les gère à l'accueil, rapidité, engagement. Quand j'ai un problème dans une entreprise, j'arrive, mon audit, il est simple. Est-ce que les collaborateurs sont sympas entre eux? Est-ce qu'il y a le sourire? Est-ce qu'ils s'apprécient? Est-ce qu'ils ont, quand le client appelle, est-ce qu'il y a le sourire? Est-ce qu'il y a de l'envie? Est-ce que l'accueil? Est-ce qu'on est dans l'accueil? Première chose. Si on l'est, OK, je passe à numéro 2. Est-ce qu'on est rapide? Pour être rapide, il faut le vouloir. Pour être rapide, il faut être organisé. Pour être rapide, il faut être discipliné. Pour être rapide, il faut travailler en équipe. Pour être rapide, est-ce qu'on est organisé d'une façon rapide? Il faut connaître ses offres, etc., etc. Est-ce qu'on s'engage? On sait s'engager. J'écoute mes collaborateurs. Est-ce que quand un client appelle, on sait s'engager? Et finalement, je me contente de ces 3 fondamentaux à chaque fois pour gérer mon entreprise. C'est ce que j'appelle des fondamentaux, des valeurs d'entreprise, pas des valeurs morales. Les valeurs morales, c'est autre chose. On a ces valeurs morales, on peut être honnête, bienveillant, j'espère. Je reçois beaucoup d'entrepreneurs, on parlera du coaching en entreprise, qui me disent allez, même moi, je suis bienveillant. Bah oui, j'espère. Enfin, en fait, c'est des valeurs morales et on ne peut pas piloter une entreprise. Avec le cœur, si, on a des valeurs morales, mais on pilote les collaborateurs, on les manage au travers de valeurs d'entreprise qui vous appartiennent et qui appartiennent à votre métier. Accueil, rapidité, engagement, c'est des valeurs de service qui appartiennent à notre métier. Ce que j'ai adoré, c'est que tu as dit le sourire au téléphone, parce que même si ça ne se voit pas, on le sent. Et quand on appelle une entreprise, on sent tout de suite si la personne est accueillante et si derrière, elle est heureuse de nous parler ou si elle fait déjà la gueule. Donc, et c'est une différence, c'est une différence d'entreprise. Ça, c'est très important. Et justement, quand on a 2000 personnes comme toi, comment aujourd'hui tu fais pour maintenir toutes tes équipes motivées? Alors déjà, on peut revenir sur la petite vidéo qu'on a vue avant. Donc, c'était un séminaire 2024. Il y avait combien de personnes? Tout le monde était là ou 100% des salariés? Non, alors, les salariés des franchises, il y a des conventions, il y a d'autres choses. On fait plein mais les salariés à toi? Oui, tout le monde était là à Tout le monde était 80. là, du technicien au… Et c'est les alternants, fraîchement arrivés, qui font la permanence. Ça fait partie du jeu. L'année d'après, ils sont là. C'est pas mal. Donc, sinon, tout le monde était là.
Donc, du coup, comment tu fais pour maintenir tes équipes justement sur tes objectifs? C'est vrai qu'il faut vraiment aller chez Xefi au moins une fois au siège parce qu'on est tellement bien accueillis, c'est un autre monde, quoi. On est à l'américaine, tout le monde est sympa, tout le monde nous dit bonjour, tout le monde nous demande est-ce qu'on a besoin de quelque chose. Bon, ils sont formatés pour ça, mais bon, ça fait quand même super plaisir d'être bien reçu. Si on demande quelque chose à n'importe qui, les gens sont prêts à nous accompagner. C'est vraiment exceptionnel. C'est à l'américaine. C'est des choses que j'ai vues qu'aux États-Unis et chez toi. Je les ai pas vues ailleurs. Ben, écoute, je vais te dire comment on fait. D'abord, j'ai un adage qui dit la répétition fixe la notion. Il faut beaucoup répéter. Il faut que ce soit viscéral pour de vrai. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est dans toutes nos réunions. 100% de nos réunions contiennent nos fondamentaux d'entreprise. C'est dans toutes nos réunions stratégiques. C'est partout, tout le temps. C'est vraiment, je le répète, en réunion direction, etc. Donc, la répétition, ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ensuite, ces fondamentaux, il faut, tous nos process sont au travers des fondamentaux. C'est-à-dire, quand j'ai un process d'exécution, comment on répond au téléphone? Eh ben, on sort les fondamentaux. C'est pas ce que je dis souvent, c'est pas le sel et le poivre de la recette, c'est la recette. Et avec ces 3 fondamentaux, on s'aperçoit que c'est très fédérateur. Alors, pour répondre à la petite question qui est en bas sur le turnover, la première année, on a beaucoup de turnover, particulièrement les 6 premiers mois. C'est un choix pour 2 raisons. La première, c'est que mes portes sont ouvertes à tout le monde. C'est un choix. On a choisi de ne pas faire 5 entretiens d'embauche à chaque fois. Bon, on en fait 1 ou 2 quand même. 2, c'était un métier et un RH. Pour savoir si quand même il faut qualifier un petit peu, mais on ne fait pas 5 filtres, un CV. On a quelques. Tu as assisté à des entretiens avec toi, tu recrutes à une vitesse de folie. Même les gens sont surpris, quoi. Absolument. On donne la chance, mais comme on donne la chance, on se trompe. Après, on accepte ou on n'accepte pas. On ne fait pas prendre de risques à des gens qui sont plus de 20 ans dans une autre entreprise, mais on donne la chance. À partir du moment où tu donnes la chance, tu sais que les premiers mois, tu as plus de risques. C'est un choix. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il y a ce que j'appelle, moi, d'une manière générale, en termes de valeur d'entreprise, il y a souvent les givers et les takers. C'est comme ça. Il y en a qui veulent ces valeurs, ils veulent les vivre, mais ils ne sont pas capables, eux, de les restituer. Et des gens bien, parfois. Ce n'est pas le débat. Hein. Ce n'est pas t'es bien, t'es pas bien. C'est tu es un homme de service fait pour ce type de valeur ou tu ne l'es pas. Et ça, sur le terrain, au bout d'un moment, ça ne ment pas. Au bout d'un mois, 2 mois, tu ne peux pas juste prendre les valeurs, recevoir. Et toi, le matin, tu arrives, tu n'es pas un homme de service, donc tu fais ton métier, tu es très technique, tu es performant, mais dans les faits, tu n'es pas un homme de service. Donc, dire bonjour à ses collaborateurs, ça te saoule. Enfin, je caricature évidemment. Je caricature toujours aux choses simples. Bref, et c'est ça qui fait. Donc, beaucoup de turnover, 6 mois, 1 an, et au-delà, on n'en a pas trop. Alors après, on a du turnover normal, hein, je rejoins mon conjoint, etc. Mais beaucoup de gens font carrière. C'est vrai que quand on arrive au travail, chez toi, il faut oublier les soucis de la maison s'ils en ont, parce qu'il ne faut pas arriver chez Xefi en faisant la gueule dès le matin, quoi, et dire bonjour à personne et rester. Oui, et puis je dis, c'est pas pareil d'être le problème et d'avoir un problème. On en parlera beaucoup, mais par exemple, dans mes formations managers, je parle beaucoup de c'est quoi la bienveillance? J'ai un problème ou je suis le problème. Un manager doit être bienveillant, c'est-à-dire qu'il aide et il est solidaire des collaborateurs. L'entreprise doit protéger et être solidaire des collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les gens quand ils ont un problème. Quand ils sont le problème, c'est différent. Et avec les franchises, comment tu fais? C'est plus dur pour surveiller tout ça quand même, parce que là, ce n'est pas tes salariés, tu as affaire à un patron. On peut rappeler que chez toi, la chemise est obligatoire, les baskets sont interdites. Oui. Les jeans aussi. Donc, les franchisés, comment ça se passe? Ils signent une charte. Comment tu peux vérifier tout ça? Si le patron lui-même, un jour, il est en t-shirt, tu ne le sais même pas à la rigueur. Et puis, si tu t'en rends compte, tu vas lui dire quoi? Alors d'abord, je vais lui dire parce qu'il sait qu'il rentre dans un groupe et qu'un Xefi doit être un Xefi. Hein, ça, c'est un de nos fondamentaux. Donc, il le sait. Et puis, on travaille ensemble. On fait… je reçois aussi des SMS. On travaille ensemble. Et il est bon, ça non, oui, plutôt des bons SMS. Mais concrètement, ils sont les patrons de leur boîte. Mais comme je le dis, il y a un deal, il y a un contrat. Et les mois passent, les années passent, on a un deal sur 5 ans. Les 18 premiers mois, on va aller, ce qu'on appelle faire de l'animation, donc le voir régulièrement. Il y a des conventions, tu parlais aussi comment tu fais pour aligner, etc. On fait beaucoup d'animations. J'ai une cellule events. Donc, et c'est important les animations parce que tu rappelles les valeurs, tu rappelles qui tu es. On a le séminaire assistante commerciale, le séminaire technique, la réunion de fin d'année. On est transparent. On partage l'entreprise tout le temps. On partage la stratégie, on partage l'entreprise. Donc après, pour faire en sorte que les collaborateurs ne soient pas des pions, mais des vrais acteurs de l'entreprise. Ils composent tous l'entreprise. Et donc, on ne les laisse pas tomber, mais ne pas les laisser tomber, c'est aussi être exigeant. L'exigence ne doit avoir pour but que de faire réussir les gens. L'exigence, sinon, elle est cynique ou méchante.
Donc, notre but, c'est… Donc, les franchisés, c'est pareil. C'est un petit peu différent puisque, évidemment, on n'est pas top-down. Ce n'est pas nos collaborateurs. Ils sont patrons de leur boîte. Pour autant, ils adhèrent, ils signent avec un système. Ils adhèrent à une enseigne, à une valeur. Tu leur expliques tout avant, c'est qu'ils sont OK, sinon ils ne signent pas. Quoi. Il faut… Exactement. Mais par contre, il faut reconnaître, et c'est une réalité, c'est qu'à la fin des 5 ans, je peux ne pas les renouveler. Et ça t'est déjà arrivé? Oui, il y a 23 franchisés qui n'ont pas été renouvelés. Ce n'est pas beaucoup, hein. On a 172 actuellement en dehors de nos agences. Et ce n'est pas tant que ça, hein, quand on regarde. Oui. Mais surtout que ça, c'est toi qui les as pas voulu, c'est pas eux qui voulaient pas. C'est toi qui… Oui, il y en a 2, 3 que c'était totalement réciproque, qui ne voulaient plus, et une vingtaine, c'est vraiment nous. Donc, du coup, pour gérer un petit peu ce recrutement, tu as trouvé encore une idée géniale, tu as créé une école au sein même de Xefi. Oui, absolument. C'est du bonheur d'abord parce qu'on forme des jeunes. C'est nos futurs collaborateurs. En fait, c'est l'amplification d'un mouvement qui existait déjà. J'ai toujours cru en alternance depuis toujours. En fait, quand j'ai créé la boîte en 97, mon premier collaborateur, Emmanuel de Macedo, qui est mon directeur technique, qui est toujours là. Son fils est rentré d'ailleurs il y a 2 ans dans l'entreprise, que tu connais, oui, Manu. Mon deuxième, qui est mon épouse, qui est toujours là aussi, là, par là, d'ailleurs. Et puis après, et 2 alternants. D'accord. Alors, on va aller je vais te couper là. On va mettre un petit clip sur la Xefi Academy, si tu le permets. C'est parti. La Xefi Academy, c'est un centre de formation intégré à la société Xefi. Une véritable école qui nous permet d'acquérir rapidement les compétences nécessaires à nos jobs, mais aussi d'être directement intégrés à nos équipes. Les cours sont donnés par des professionnels de Xefi et des intervenants de nos écoles partenaires. Le deal chez nous, c'est simple. Après l'obtention du diplôme, un CDI à la clé. Une véritable carrière qui commence. Plusieurs classes sont ouvertes sur Paris et Lyon concernant les postes de technicien conseil, consultant logiciel, dev full stack et développeur. Chez Xefi, on n'est pas seulement des élèves. On nous fait confiance. On nous donne dès le départ des missions ambitieuses et avec du challenge. Donc en bref, la Xefi Academy, c'est une école qui t'offre une alternance, une formation, un CDI, tout en profitant des avantages de la société Xefi. Des cours de sport, des locaux tout neufs, une super bonne ambiance de travail. Tout pour être heureux, quoi. Ça se voit, non? Et du coup, dans cette école, il est toujours là, le petit, là? Oui, Abdé, il est au service SI. C'est un gamin top. D'accord. Et du coup, donc c'est des classes de combien? Et à la fin, combien, au bout de la fin du diplôme, combien reste chez Xefi? On a en moyenne par an une centaine de nouveaux. On a eu des taux très importants de 7 sur 8 embauchés. L'année dernière, plus faible. On n'a pas été bon. Des fois, tu es bon, tu n'es pas bon. Hein. On n'a pas été bon. On a eu 4 sur 10, ce qui était très faible. On redresse la barre là, cette année. Voilà, en moyenne, on va dire que c'est 5-6 sur 10 qui restent la moitié. Allez, je vais dire la moitié. Ce serait le vrai chiffre aligné sur plusieurs années, avec des années de vrai succès et des années un peu moins bonnes. En termes de CDI à la clé, hein, je parle. Mais des fois, il y en a qui veulent rester, que c'est toi qui veux pas quand même, ça arrive ça? Ah oui, il y a tout. Hein. Il y a les deux. Il y a les deux. Les deux, ouais. Alors à la fin, on voit, le clip fini, on les voit jouer au basket, jouer à FIFA. Donc le sport a beaucoup d'importance pour toi, Sacha. C'est aussi pour ça que tu es là, parce que SportBiz, on aime parler sport et business. Donc on en parlera encore un peu tout à l'heure, beaucoup plus tout à l'heure. Toi, tu es déjà un très grand sportif. Hein. Donc là, tu as fait 150 km de vélo depuis un matin, c'est ça? 100 hier et 50 aujourd'hui? Ouais, j'ai fait 80, un petit peu avec un peu plus de 80 avec un peu de boss vendredi, une centaine hier. J'ai refait un peu aujourd'hui, mais je suis allé courir là. D'accord. Et donc à Xefi aujourd'hui à Rieux, tu as une piste d'athlétisme, c'est ça? 3 salles d'entraînement, des coachs? Ouais, alors j'ai un programme santé sport dans le groupe depuis 17 ans, pour être clair. Suite au fait que je faisais déjà du triathlon. Moi, j'ai fait des Ironman, enfin, j'ai toujours fait du sport. Et à l'époque, j'avais un coach. Et j'ai un collaborateur qui a été malade et je lui ai proposé de mettre en relation avec mon coach parce que j'ai pensé il est tombé malade, voilà, une maladie. Et j'ai pensé tout de suite, pour moi, le sport, c'est la santé, le sport, c'est la vie. Voilà. Mais jusque-là, je ne l'avais pas amené dans l'entreprise parce que c'était de l'intime. Et suite à ça, je lui ai dit, tiens, mon coach, si tu coachais mon collaborateur, etc. Et puis ça fait 17 ans d'ailleurs, ou 16 ans dans ces eaux-là. Et il le coach toujours depuis d'ailleurs. Et en fait, je trouvais que ça a été tellement efficace sur lui que j'ai dit, mais en fait, c'est ça, c'est génial, il faut mettre ça dans la boîte.
Et du coup, j'ai commencé à coacher David, à proposer pardon, à des coachs à mon codir, et puis petit à petit. Puis j'ai rencontré dans le cadre du sport une amie, qui est une personne qui est devenue une amie, et son mari aussi, et qui était kiné. Je lui dis, bah, Val, écoute, ferme ton cabinet, viens gérer le programme santé sport du groupe. Et c'est là, ben, on a amplifié. En fait, c'est un mouvement qui, en 16-17 ans, s'est amplifié, 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 amplifié. Et quand on a déménagé, on est passé d'un siège de 160 personnes à 500 en rachetant nos voisins. J'ai dit, il me faut les installations maintenant, pas dans une salle externe, mais dans la boîte. Et on a créé une piste d'athlée dont on sert, qui est en plein milieu. Ben, tu l'as vu, en plein milieu. En effet, il y a un espace TRX, un espace basket, une piste d'athlée, une salle biking, une salle sport calme avec yoga et mince, pilates, etc. Et on a 7 coachs salariés, mais on a aussi 35 prestataires services. D'accord. Ah oui, c'est énorme. Oui, parce que les agences ne sont pas en reste. Les agences n'ont pas la taille d'avoir les installations du siège, mais toutes les agences ont droit au programme santé sport. Ah oui, ouais, donc les coachs se déplacent. Donc justement, quand tu vois l'évolution et tu es en train de parler justement de ton siège actuel, tu n'avais plus assez de place. Ah oui, ça c'est sûr. Là, on est 500, j'avais prévu d'être 350. Non pas que les gens soient entassés les uns sur les autres, parce qu'il y a beaucoup de sédentaires aussi, de non-sédentaires. Mais pour autant, en 2020, j'arrive au siège en 2020, nouveau, c'est-à-dire qu'on passe d'un siège de 1600 mètres carrés à 5000, et puis plus 2 bâtiments de 500 mètres carrés chacun qu'on a pris à côté du siège. Et ça, on est en 2020. Et je me dis, ça suffira pas pour les années à venir. Et j'anticipe et je prépare le nouveau projet qui va sortir de terre en début 2026, qui est ce que j'ai appelé la cité de l'IT. Alors, je vais expliquer pourquoi la cité. C'est un projet complètement débile. Quand je dis complètement débile, c'est comme quand j'ai construit les data centers, je prends la boîte et je la remets sur le tapis. Ça revient à ça, en termes d'endettement, de risque, mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc, je dis, en fait, Xefi, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'infogérance, de l'équipement, du cloud, de la sécurité et de la digitalisation. Mais autour de Xefi, on a plein d'unités spécialisées que les gens ne connaissent pas forcément, en tout cas ne savent pas que c'est dans notre écosystème. On a une boîte qui fait des sites web qui s'appelle IDECOM. On a une boîte qui s'appelle MCI qui fait du câblage. En clair, c'est un écosystème qui va autour des services PME et dans d'autres métiers, mais avec les mêmes façons de penser que l'on a racheté. On a créé notre écosystème pour pouvoir mieux répondre. Et cet écosystème, il n'est pas connu. Comme notre siège social a besoin de grandir, j'ai dit on va créer la cité de l'informatique, où il y aura une vingtaine de sociétés de services informatiques diverses et variées, et on va amplifier le mouvement de qui nous sommes, c'est-à-dire avec un complexe sportif beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, un amphithéâtre, que ce soit pour l'académie, mais aussi pour des animations externes. Ce sera ouvert à l'externe, une brasserie pour être ouvert à l'externe, un club de sport, évidemment, une piscine avec 8 lignes d'eau. Bref, vraiment une cité telle qu'on la conçoit. Vous venez à notre siège aujourd'hui et vous amplifiez ça en tout, et ce sera Xefi. Un data center, évidemment, sera notre 6e. Donc, voilà. Et quand on voit ton développement 1000 salariés, tu vas vite être complet. Du temps qu'on arrive en 2026-2027, peut-être que je ferai la même chose le jour où je déménage, je serai déjà en train de penser, non, je sais pas, il va falloir assumer ce projet déjà. Voilà. Parce que quand on fait un projet comme ça, au moment où je le signe, j'ai pas les moyens de le payer. La création de valeur, elle doit se faire au fur et à mesure, et au moment où on rentre dedans, on doit être limite, et après on crée la valeur. Justement, comment ça se finance des sommes pareilles quand on parle de… Parce qu'il y en a, ils ont du mal à avoir un crédit de 50 000 euros. Donc là, on parle de 60 millions d'euros. En plus, je sais que quand entre le moment où tu as démarré ce projet et où tu l'as financé, les taux ont beaucoup augmenté. Ah oui. Et ben c'est vraiment ça. Il y a une partie, c'est le passé, la confiance en tout ce qu'on a su faire. Il y a une partie, c'est du risque, mais vraiment du risque, parce qu'il faut être conscient que au moment où je signe, je n'ai pas la valeur ajoutée suffisante pour payer ce type de loyer. Pour vous donner un ordre d'idée, on passe d'une charge de siège social. Quand on dit charge, c'est évidemment crédit bancaire, électricité, énergie, tout ce qui n'est pas masse salariale en fait. On passe de 1,5 million pour loger 500 extensibles à 600 personnes à 6 millions par an de frais. Mais pour autant, on sera beaucoup plus nombreux, tout ça est proportionnel évidemment. Sauf que quand on signe, on n'est pas encore les 1000, on n'a pas encore cette valeur. Donc, on sait qu'on a le temps de construire, etc. Il va falloir construire cette valeur, faire grandir l'entreprise, prendre les risques, etc., etc., etc. Et donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être compétitif pour continuer à croître, pour au moment où on arrive, être capable d'assumer. C'est vraiment un projet entrepreneurial. Et donc, il faut convaincre les banques que nous sommes capables de faire ça. Et ça, c'est basé quand même un peu sur vos courbes passées récentes, pas les vieilles courbes. Si vous avez été capable depuis 1 an, 2 ans, 3 ans de faire de la croissance, c'est plus facile. Donc, il faut convaincre. Être crédible dans ça, dans cette capacité à faire des courbes, et puis après, il faut prendre le risque. Il y a un peu de tout ça.
Et du coup, ton extension, tu la vois plus par des rachats de boîtes ou par des franchisés aujourd'hui pour l'avenir, pour Alors, l'année qui vient? l'extension, elle est triple. Le développement, il est triple. Rachat de boîte, on va continuer. On a un plan de croissance externe assez fort sur 2025-2026, alors qu'on avait calmé 2024 pour assumer une décroissance externe, notamment Paris, qui était dur à digérer. Donc, 2025-2026, on a un plan fort. La franchise, évidemment. Et puis, on va quand même repousser sur la croissance organique qui était plus calme depuis 2 ans. 2023-2024, en croissance organique, a été presque flat. On a fait de la croissance externe, heureusement, de la franchise, etc. Mais le marché de la vente de l'équipement a été plus bas. Les PME ont moins consommé, forcément. L'économie n'a pas été florissante. Par contre, sur les services, on continue à croître. Mais voilà, donc c'est encore les trois. On a vraiment ces trois leviers et on appuie sur les trois. Du coup, en 2024, tu as été élu la personnalité de l'année pour la franchise. Donc, je pense que c'est là où tu as ouvert le plus cette année, non? C'est par rapport aux autres années, non? Alors, on en a ouvert. Fois Oui, on en a ouvert beaucoup. Je ne sais pas si c'est pas l'année dernière, l'année record, parce qu'on en a fermé cette année aussi. Mais bon, c'est à vérifier, c'est à peu près kiff-kiff. Alors, en fait, c'est vrai, pourquoi on a été élu? L'Express a découvert qui nous étions, etc., a fait des comparaisons, ils ont un jury, c'est l'Express qui nous a. Mais objectivement, ils ont comparé et on est un des réseaux, toutes franchises confondues, qui se développe le plus et qui a un potentiel énorme. Surtout que nos franchises, on en fait des vrais, comment dire, nous, chaque franchise doit atteindre les 2 millions d'euros à terme. C'est pas la petite franchise où la personne, elle reste à 100 000 euros de prestations, où on peut les multiplier. Donc, on fabrique des vraies entreprises. Et les entrepreneurs qui nous rejoignent, de toute façon, je leur dis toujours, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour eux. C'est pour ça que je ne me moque pas d'eux et je les coach pour qu'ils réussissent. Mais on veut tous les amener à 2 millions d'euros. Donc, tu as fait une petite pub à la télé, c'est un peu pour les franchises que tu as fait ça, je suppose. On va regarder la pub, quoi. Elle dure que 30 secondes, elle est très courte, on va la mettre parce que moi, j'adore. Donc, c'est parti, en régie. Aujourd'hui, dans les PME, l'informatique est indispensable. Alors quand ça ne marche pas, heureusement, il y a Xefi. Xefi propose aux petites entreprises les solutions technologiques habituellement réservées aux grandes entreprises. Informatique, bureautique, cloud, sécurité, Xefi, la proximité informatique. Elle est marrante cette pub. C'est exactement ce que je pense. Ça nous situe, hein. Nous on est là, on est infogéreurs d'abord, hein, des PME. Infogéreurs des PME. Non, alors c'est pas que pour les franchises, ça marche pas tout à fait comme ça, parce que je veux pas faire une pub pour faire une pub. C'est pour augmenter la notoriété spontanée du groupe. On est en 3e année, hein. Donc, et l'idée, c'est de répéter et d'augmenter la notoriété spontanée du groupe. Ça passe sur quelle chaîne? C'était M6 alors, ça passe sur BFM, M6, un peu tout. C'est un bouquet, en fait. Tu peux nous donner le budget d'une pub télé comme ça ou ça reste confidentiel? Oui, complètement. Ah non, c'est pas confidentiel. C'est autour de 700 000 euros par an. 700 000 euros par an. D'accord. Et tu Entre passes la création, les spots. Là, il y avait 2 sessions, une en janvier, n'importe quoi. Une en juin, autour de juin-juillet, de mémoire, juin, et une à la rentrée. Donc, c'est le même spot, hein, mais il y avait une salve à la rentrée et une salve en juin. On va parler aussi des data centers. On ne mettra pas de clip parce que le temps passe vite. On a encore tellement de choses à voir, et surtout avec la IoT XP. Donc, les data centers, 40 millions d'euros investis. Oui, donc, c'est encore une chose énorme. Et en plus, là où tu peux en parler aussi, c'est que toi, tu as des data centers qui sont homologués pour les données médicales, ce qui est très rare en France. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, tu es quasi toujours le numéro 1. C'est-à-dire, tu vends de l'HP, tu es le numéro 1 Europe aujourd'hui en HP. Dans les PME, oui. Pas dans les grands comptes, parce qu'on ne fait pas le grand compte. Hein, mais en PME, on est le numéro 1 Europe. Donc, les data centers, tu nous expliques un petit peu. Ça a été autofinancé, ça, petit à petit? Tu as commencé En fait, on fait du crédit bancaire, mais en effet, il n'y a pas de capitaux extérieurs. On est toujours 100% indépendant et propriétaire de tout. Mais on fait des crédits bancaires qu'il faut payer. On a démarré en 2014 l'aventure data center, donc il y a 10 ans. C'était fou parce qu'à l'époque, le premier crédit pour le data center, c'était comme pour la cité de l'IT, on prenait notre boîte et on la remettait sur la table. Heureusement, ça a marché, on s'est battu vraiment fort. On aurait pu déposer le bilan à l'époque, tellement on n'avait plus de trésorerie, on a tout mis là-dedans. Depuis, on en a 5, on en a racheté 2, construit 3 de A à Z. On a voulu des data centers. Comme j'ai dit, on fait ou on ne fait pas. Hein. Si on fait, on fait. Moi, je suis toujours, voilà. Toi, tu fais tout, Max, tu fais tout bien, tu cherches l'excellence et tu cherches à être le meilleur quand tu fais quelque chose. Il faut faire bien. Voilà. Moi, je dis qu'il faut faire bien, il faut faire grand, il faut faire beau.
Voilà, Oui. c'est comme ça. Parce que c'est tu ma- te mets aussi à la place du client et tu as envie que le client il soit satisfait de ce que tu Ouais. fais, finalement. Oui, complètement. Puisque- Client et collaborateur d'ailleurs, les deux. Mm. Si le Oui, collaborateur, on lui donne des moyens de faire bien, de faire beau, ben, il le transmettra au client aussi. Donc c'est vraiment, c'est un il sera, ensemble. C'est fier, voilà, il sera fier de son ouais. entreprise. Celui de Civrieux, c'est ton plus grand des data centers Alors ou c'est pas? Sivarieux, oui, c'est grand parce qu'il y en a 2 côte à côte. Et donc, D'accord. ça fait un mini campus. Après, il y en a 2 à Clermont et un à Vienne que l'on a construit. Le 6e, on va le construire à la Cité de l'IT. Et après, je suis en cours, on va en racheter un et en reconstruire encore 2. Alors, j'ai un de mes amis qui est adhérent Sportbiz, qui est avocat. Il avait une question à te poser. Donc, Maître Anthony Roche, il voulait savoir ce qui voulait se passer, si tu as des avocats spécialisés en droit numérique en interne ou si tu fais appel à des avocats externes quand tu as des soucis sur ce Alors, point. j'ai des avocats externes, mais Ouais, en interne, on répond à 90. J'ai un bureau juridique en interne. Ce n'est pas des avocats, mais c'est quand même des juristes, parce qu'on est obligé de répondre quand même c'est un bureau de service juridique interne, en fait. On est obligé de répondre très vite et se poser, nous, les questions et d'acquérir la compétence. Et après, on fait valider par des avocats externes. d'accord. Donc, chez Xefi, je pense que tu es en recrutement permanent pratiquement avec l'extension. Donc, aujourd'hui, tu peux nous dire un peu quel poste tu cherches. Comme ça permet, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui recherchent des emplois, parce que je sais que moi, je t'envoie souvent des CV et que tu as fait passer des entretiens à pas mal de personnes. Ça, c'est des fois bien passé, des fois moins bien. Donc, justement, un petit peu, quels sont les postes à pourvoir, ce que tu recherches chez les gens. Je sais que tu cherches des gens stables. Hein, quelqu'un Ouais. qui a un CV qui a fait 10 boîtes en un an, ça ne t'intéresse pas. Tu le prendras, voilà, ça sert à rien qu'il perde son temps. Voilà, c'est un peu les profils que tu cherches. Donc, on t'écoute sur les postes à pourvoir. Ça peut intéresser beaucoup de personnes. Alors, je recherche des assistantes commerciales ou assistants commerciaux d'ailleurs. Je recherche des commerciaux, pas forcément en informatique, hein. Nous, on leur apprendra le métier, mais par contre des commerciaux. Je recherche des assistants ou cadres administratifs pour RIE. Voilà, donc on cherche quelques cadres administratifs voilà, avec vraiment de l'expérience. Ce n'est en effet que des CDI temps plein, ça je précise toujours ça. Nous, on ne fait que des carrières pleines. On ne fait pas de mi-temps ou de temps partiel, on ne fait pas du tout ça. On est vraiment que dans du CDI temps plein, etc. Donc on recherche des techniciens informatiques expérimentés, des ingénieurs. On recherche des ingénieurs réseau sécurité. Donc c'est assez large, hein, mais on recherche tout ça. D'accord. Après, Et vous plutôt possible. t'as des gens. Parce que toi, je t'ai vu faire passer des entretiens, donc, mais tu fais quand même. T'en fais passer peu, c'était le hasard. Quand est-ce que tu décides de faire passer toi-même l'entretien finalement? Quand c'est des cadres, en moyenne, j'aime bien. Si, D'accord. j'en fais chaque semaine, hein, quand même. Alors, quel conseil tu pourrais donner à une personne c'est un double conseil, une personne qui veut entreprendre, voilà, quel que soit son âge, parce qu'aujourd'hui on peut entreprendre à tout âge, hein, soit parce en reconversion, soit en sortant de l'école, ou alors quelqu'un qui veut postuler quand il arrive chez toi, je pense que la présentation, celui qui arrive pas dans la norme Zephy, c'est qui s'est pas renseigné déjà sur l'entreprise. Je pense que c'est un minimum. Parce que toi, tu dis rien à la base. Les gens, ils arrivent. Non. Alors, je vais répondre à la deuxième question qui est un peu plus longue que la première. Ou alors, je vais évacuer la première et après la deuxième. Allez, évacue la La première. première, c'est que les entrepreneurs, comme tu le sais, peut-être qu'on en parlera après, mais j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs depuis plus de 17 ans. Donc, j'étais président du réseau Entreprendre Rhône et entre autres, j'interviens beaucoup à Lyon Startup Université, il y a Sherazade d'ailleurs qui fait un super job. Je suis dans le milieu, dans l'accompagnement et c'est gratuit. Hein, c'est vraiment, j'adore ça. Voilà, je coach beaucoup d'entrepreneurs actuellement. Je sais que tu dois me poser la question, mais je te réponds à l'avance. Je dois coacher, je coach autour de 50 dirigeants, il y a 52 ou 53 dirigeants actuellement. Donc, ça, c'est la question. Et à chaque fois qu'on tu les vois individuellement, les 50? Tu arrives à les voir individuellement? Oui, individuellement. Alors après, j'ai toute une structure maintenant qui coach. Je ne suis pas le seul à coacher tout au long, mais je les ai tous vus individuellement, oui, tout le temps. Et puis après, il y a des sessions collectives. J'ai créé des sessions entreprises performantes, management. Ça, je crois que tu l'as vu quand tu étais venu chien. Quand on me demande des conseils entrepreneurs, d'abord, prenez soin de vous. Je leur dis toujours. Déjà, il faut être bien dans son corps, bien dans sa tête, prendre soin de soi. Je sais que toi, tu es assez adepte de ça. Il faut faire attention à toi parce qu'il faut être solide mentalement et de préférence solide physiquement. C'est pas toujours évident. Chacun a son patrimoine physique, j'aime bien dire, mais en tout cas, prendre soin de soi, c'est fondamental. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, prendre soin de ses proches, parce que si on est dans un environnement où soi-même c'est difficile, on va devoir être fort mentalement. Hein. Il y a des rebonds, des difficultés dans l'entreprise. C'est jamais linéaire. Moi, j'ai une entreprise qui de l'extérieur marche, etc. Sauf que j'ai eu 4 crises en 28 ans et c'est 4 crises sérieuses. Et il y a toujours des crises. C'est jamais linéaire comme ça.
Donc d'abord, il faut prendre soin de soi, prendre soin de ses proches et faire attention à son environnement personnel. Et jamais oublier pourquoi on fait ça. Si on bousille sa famille pour entreprendre, ça n'a pas de sens en fait. Après, on fait ça pour rien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je leur dis, soyez toujours ambitieux. Pour faire bien, pour faire grand, pour faire beau, soyez toujours ambitieux, même dans les moments difficiles, ne pas perdre son ambition et toujours croire. La confiance, c'est le premier des moteurs. Soyez ambitieux, soyez ambitieux. Il va falloir être fort mentalement, prendre soin de soi et soyez ambitieux. Ça, c'est les deux conseils principaux sur lesquels je m'appuie. Ça, c'est pour l'entrepreneuriat. On va revenir sur l'autre question. Vas-y, refais l'autre question. Voilà. Qu'est-ce que je conseille? Je le dis souvent à mes collaborateurs, demain, je vais le redire, réunion de nouveaux collaborateurs, je leur dis, moi, mes portes sont ouvertes. Mais il y a un deal, il est clair. Et là, c'est bien, on en parle. On est une entreprise de service. Donc, une entreprise de service, oui, il y a un dress code, on demande une certaine élégance. Oui, il faut être un homme de service, donc il faut être ouvert sur les autres, il faut sourire, dire bonjour, être un homme de service. Et on peut être quelqu'un de brillantissime, mais ne pas être un homme de service. Il ne faut pas se tromper d'entreprise. C'est tout ce que je dis. Et si vous sentez que vous n'êtes pas un homme de service, vous êtes un technicien, vous n'êtes pas fait pour notre entreprise. Si vous sentez qu'au contraire, vous êtes un homme de service, tournez vers l'autre, tournez vers… à ce moment-là, vous êtes fait pour notre entreprise. Ça, c'est le B à bas. Et si, par exemple, comme je le dis, moi, je peux comprendre et je ne suis pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dogmatique. C'est pas ça. J'ai créé un système qui fonctionne bien, qui crée de la valeur et crée de l'emploi et qui est bien et justement réparti d'ailleurs aux collaborateurs, puisque les collaborateurs grandissent, sont de mieux en mieux payés. Enfin, on fait attention aux gens, mais c'est ce système qui crée de la valeur. Et si on vient, on me dit, moi, ce qui me gêne, c'est que je ne dois pas mettre de jean. Va dans une autre entreprise et tu es peut-être quelqu'un de bien, mais tu n'es pas fait pour notre entreprise et ça n'est pas grave. Voilà. Donc, il faut avoir cette culture-là on est une entreprise de service, il y a beaucoup d'obligations dans le service, je donne beaucoup aux autres parce que c'est ça, mais on s'aligne sur ces valeurs, où on les aime, on s'y aligne parce qu'on devra les porter, où on n'est pas fait pour notre entreprise. Il faut vraiment juste bien prêter attention à ça. Ce n'est pas tellement le CV, la présentation. Après, c'est vrai que j'ai tendance à juger ceux qui ont changé 10 fois de boîte avant l'âge de 40 ans. Je me dis qu'ils ne cherchent pas un CDI stable, ils cherchent une mission. Et encore une fois, à l'intérieur, il y a plein de gens bien. Ce n'est pas le propos. Moi, je cherche de la stabilité, je cherche des hommes de service. Et après, je crois que l'entreprise n'est pas universelle et qu'on ne peut pas caricaturer l'entreprise en disant l'entreprise, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis une entreprise comme ça, c'est bien, c'est pas bien. Je ne juge pas l'entreprise qui est différente. Il y a des entreprises industrielles où la valeur technique est supérieure à la valeur service et je ne vais pas les juger. Je demande à ce qu'on ne me juge pas pour ça, mais en tout cas, je donne le deal clair. Et puis voilà. Et puis il faut être fait pour ça ou réussir dans une autre entreprise. Oui, de toute façon, tu as une vision claire de ce que tu veux et puis tu ne peux pas en déroger. De toute façon, quand on gère un groupe comme le tien, tout le monde Non, doit parce que c'est ce qui crée de la valeur. C'est ce qui crée nos emplois, c'est ce qui fait qu'on croit, c'est ce qui fait que notre entreprise est différente. Alors, une journée Sacha Rosenthal, c'est quoi? Parce qu'avec tout ce que tu fais, alors moi, je peux en parler un petit peu parce que j'ai eu la chance, tu m'as invité 2 fois. C'est comme une émission de télé, ça s'appelle Vie ma vie Sacha Rosenthal. Donc, Vie ma vie Sacha Rosenthal, je me lève, je mets le réveil, là, je suis obligé. Donc, je suis chez toi vers 7h30, 8h moins le quart, on boit un petit café. Après, on nage, et oui, on nage de 8h30 à 10h, à chaque fois que je suis venu, 1h30 de natation. Et après, on a enchaîné soit 1 heure de vélo, soit 1 heure de tapis de course. Après, en café, douche. On arrive chez Xefi, parce que toi et moi, on n'habite pas loin de chez Xefi. On arrive chez Xefi, petite réunion générale avant manger, direct. Après, cafétéria, on prend les plateaux télé, mais on mange aussi en réunion pratiquement à chaque fois. Puis après, tu enchaînes réunion quasi toute l'après-midi en français, en anglais, en visio, en réel. Et tu as aussi parfois des rendez-vous extérieurs où je t'ai accompagné. Tu peux finir au restaurant. On avait mangé à l'Ouest. Mais bon, je pense que je vais plutôt te poser la question sur une semaine, Sacha Rosenthal. Est-ce que tu voyages beaucoup? Est-ce que tu découches beaucoup? Est-ce que tu prends l'avion? Ou est-ce que tu gères tout pratiquement de rieux et tu as des gens qui se déplacent pour toi et tu arrives à tout piloter comme un grand chef d'orchestre? Alors, je pense que je suis à 70% à Rieux. Et je pilote en chef d'orchestre. À Rieux, ça me permet de recevoir. Il y a une journée comme demain, j'ai à peu près 9 rendez-vous. Voilà. J'ai la réunion de nouveaux collaborateurs, donc j'ai des réunions et 9 rendez-vous, j'ai du long, du court, etc. Plus un dîner demain soir avec un franchisé potentiel espagnol qui veut signer chez nous. Donc, en effet, une réunion comme demain, une journée comme demain. Et là, je regarde, par exemple, je suis très concret,
je regarde, je n'ai pas de déplacement à l'extérieur cette semaine, typiquement. C'est une semaine assez type. J'ai 2 sessions où moi, je forme, donc, parce que j'ai beaucoup de sessions de formation où je forme, mais je crois que tu y as assisté une fois. J'ai 3 dîners, donc quand même. Alors, c'est des dîners business, hein, avec mon conseil d'administration, un avec stratégie market, etc. Tous les déjeuners sont pris en effet, c'est des sessions de travail, 100%. Donc, je n'ai pas de déjeuner non session de travail. Donc voilà, et j'ai mardi matin qui est réservé j'ai une sortie longue vélo, mercredi matin sport et vendredi matin sport. Voilà cette semaine. Ah, mais tu n'as que 3 matinées de sport cette semaine, du coup. Cette semaine, non, j'ai jeudi, mais jeudi, j'aurai le temps, mais j'aurai qu'1 heure. Donc, c'est pas 1 heure, c'est court pour moi. Donc, Bon, on a un peu fait le tour pour Xefi, mais il nous reste encore un petit peu de temps. Donc, on va parler de ton dernier bébé, un pari fou que tu as fait. Tu as créé un événement international sportif qui s'appelle la IOTA XP. Ouais. Et on va regarder juste le teaser de l'événement. En régie, merci. Une vidéo qui donne envie quand même, hein. Bravo. Donc, tu nous expliques un petit peu comment ça se passe. C'est donc de la course et de la natation ou de la natation et de la course. On commence par quoi? C'est du swim and run. En fait, c'est une course à boucle avec Alors, des on va mettre le petit tableau là pour que les gens comprennent mieux. Vas-y, on t'écoute. Attention, là, c'est le gros format. Il y a un gros format, un petit format. Là, c'est le format élite. On l'appelait d'ailleurs la IOTA Elite. C'est un départ. En fait, il y a 1000 mètres de natation et 8 km à pied à faire. Et il y a 5 départs. C'est-à-dire chaque heure, ça repart. Sauf que le premier départ, j'ai 60 minutes. Hein. De toute façon, c'est toutes les heures. Je fais mes 1000 mètres, mes 8 km à pied. Si je finis en 50 minutes, j'ai 10 minutes de pause puisque le second départ sera, c'est toutes les heures. Par contre, pour me qualifier au tour suivant, je dois mettre 5 minutes de moins à chaque tour. En clair, le premier tour, je dois mettre 60 minutes maximum, le second, 55 minutes maximum, le troisième, 50 minutes maximum et le quatrième, 45 minutes maximum. Et si je mets 46 minutes au quatrième, par exemple, je suis éliminé, je ne fais pas le cinquième. Donc voilà le jeu. Et ça se gagne en plus au temps cumulé. Donc je dois à la fois calculer, m'économiser, mais pas trop. Ça dépend de mon niveau, ça dépend de ma capacité à finir. La grande, c'est 1000 mètres de natation, 8 km à pied, mais il y a une plus petite où l'année prochaine, d'ailleurs, on va baisser encore un peu, c'est 400 mètres de natation, 5 km à pied, départ toutes les 40 minutes. Ah, c'est pas mal ça. Et toi, tu vas jusqu'où du coup? Parce que tu l'as fait, je suppose. Alors, je l'ai fait. La grande, je fais 4 tours. Le cinquième est un peu dur quand même, c'est pour vraiment les élites. Mais 4 tours, ça fait déjà 32 km à pied et 4 km de natation à un rythme assez soutenu. Oui, et puis on vieillit en plus, quoi qu'il arrive. Ouais, exactement. Et là, donc 2025, c'est pour quand, tu le sais? Tu n'as pas la date encore? Non, j'ai pas. Normalement, c'est le dernier week-end de juillet, mais on est en train de voir avec le maire de Vichy si on ne le fait pas le week-end du 14 juillet. Bon, c'est pas encore. Voilà. Mais c'est le dernier week-end de juillet. Il faut retenir ça. Et dans quelques semaines, on saura. Alors, j'ai trouvé quelqu'un déjà qui veut faire la IOTA. Regarde, je la mets à l'antenne là. Elle s'appelle Solène. Bonjour Solène. Bonjour. Enchantée. Elle voulait à tout prix te rencontrer déjà, discuter un petit peu avec toi. Enchanté. Exactement. Et c'est la rentrée septembre, donc elle s'est mis comme objectif en ce début, pas d'année, mais cette rentrée, de faire la IOTA XP. Génial. Exactement, on m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Je me suis penchée sur le sujet. Je suis une ancienne semi-marathonienne et donc, effectivement, pourquoi pas me lancer ce défi? Il va falloir par contre que je m'entraîne à la natation. Et voilà, ça rentrera dans les objectifs la rentrée 2024. Ouais. Alors, elle allait s'entraîner ce matin. Elle a fait un petit reportage d'1 minute. Je te le passe. Ouais. Attends, je le remets, excuse-moi. Non.
Il y a toujours des moments où vous avez des downs quand vous courez, les primes du coureur. Donc là, le mental va beaucoup jouer. Il faut que vous mainteniez votre cap. Trouver quelqu'un pour courir avec moi et s'entraîner à une course à pied. Donc a priori, monsieur fait le cours puisqu'il a le t-shirt 3 millions. C'est ça, voilà. Et qu'est-ce que vous donneriez comme tips pour courir et tenir la cadence? De courir régulièrement, tout simplement, en partant chacun à son niveau et puis monter petit à petit pour progresser au fur et à mesure. Ok, et ben génial, on retiendra les tips, merci. Bon, et ben voilà, la course est terminée, j'ai fait 8 km en 1 heure, je pense que c'est plutôt pas mal pour un début. Et je rentre au bon moment parce qu'il commence à pleuvoir. Je suis dans le thème de la Iota XP puisque après nous avons normalement 1 km dans l'eau. C'est un signe. Ah, chouette. Bon, Super. Sacha, Non, mais- 8 km 1 heure, ça va pas être bon. Ah, c'est pas Eh sur oui. les. Voilà. Là, Mais la IOTA- En fait, on aura 3 formats l'année prochaine. Il y a un format très court, S, pour vraiment les plus débutants. Et là, c'est 200 mètres de natation, 2 km à pied. Un format qui, à mon avis, c'est celui qu'il faut viser, qui est vraiment hyper intéressant. C'est le format 400 mètres de natation, 4 km à pied. Départ toutes les 40 minutes. Voilà, toutes les 42 minutes pour être précis. Donc, ça veut dire qu'il faut 42 minutes pour faire 4 km et 400 mètres de natation. Il faut un peu plus d'entraînement, mais ça passe. Et après, Oui, faut parce que repartir. tu raccourcis les distances, mais tu raccourcis le temps quand même. Donc, c'est pas spécialement Ouais, plus complètement. facile. Si, parce qu'une heure pour le double, c'est. Voilà. On double pas. En fait, sur l'élite, on ne double pas, on double la distance, mais on double pas le temps. Hein. On met pas 1h20, hein, on met 1 heure. D'accord. Ça change tout. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Donc là, 42 minutes, par contre, celle-là, elle est super. C'est la course qui est la course phare, en fait, parce que l'élite, ça reste l'élite. Hein, c'est des pros. Hein. Enfin, faut pas. Donc, c'est la course. Par contre, si vous faites, on peut se dire tu entre sportifs. Oui, On peut bon, se tu- Voilà. Non, on peut s'en tutoyer entre sportifs. Voilà. Oui. La course, si tu fais 3 tours, tu vas prendre un plaisir de dingue. Il faut viser 3 tours. Et je pense que c'est jouable. Après 4, après 4, 5, ça dépend de ton entraînement. Mais il y a une ambiance. On était plus de 1000 au départ, hein, quand même. Déjà cette année, ça monte en puissance. 600 l'an dernier, 1000 cette année. Les gens reviennent parce que c'est la grande fête du sport. Franchement, c'est une énorme organisation. J'essaye de faire vivre une émotion. Moi, j'adore ça. Je le fais par passion. Hein. Et j'essaye de faire vivre le plus possible d'émotions. Bon. Et du coup, c'est sur 2 jours, parce qu'il y a le relais aussi. Il y a... Oui, il y a le relais. On peut prendre un nageur, un coureur. Alors, cette année, on a eu un problème. Il y a eu une bactérie dans l'eau. Donc, on a eu interdiction de. Et tu sais ce qu'on a fait? Du coup, on a fait un relais 2 km de natation, 4 km 2 km à pied, 4 km de natation, au lieu de faire la natte. Et moi, j'étais avec Amélie Mauresmo. J'ai fait la solo la veille et le relais le lendemain avec Amélie Mauresmo. C'était très sympa. Bien. Et ben, moi, je connais une personne, d'ailleurs, peut-être que je lui soumettrai l'idée pour qu'il participe aussi à l'événement, qui est un ancien champion du monde en nage d'eau libre. Ouais, eau libre. Ah bah lui, il faut faire un Donc, relais. pourquoi pas, oui, s'il veut bien. Moi, je fais la avec course lui. à pied, lui, il fait la natation, si c'est possible de faire un relais comme ça. Ou alors, on le fait avec Philippe. Et Philippe, Sacha, donc, à la maison. dans la course élite, Sacha, donc les stars que tu fais venir un petit peu, tu peux nous en parler justement pour les remercier de te faire confiance. Oui, il y a beaucoup de stars mondiales. Il y a Pierre Lecor qui a gagné la première. Pierre Lecor a fini 4e des JO. Il n'est pas venu cette année parce qu'il y avait les JO, mais il m'a dit qu'il reviendrait. C'est lui qui a gagné la première. Il y a Menno Koolhaas, c'est un Hollandais qui a gagné 2 fois de suite. Il y a champion du monde de swim and run qui est brillantissime. En français, ça y est, je l'oublie. J'ai aussi chez les femmes, j'ai beaucoup de femmes. J'ai même, tu vois, par exemple, dans la team, j'ai Manon Genet qui est venue. Manon Genet, c'est une championne, mais elle a eu 2 jumeaux cette année. Donc, elle ne pouvait pas, évidemment. Enfin, voilà, elle a accouché, je crois, début d'année. Elle s'est vite rétablie. Elle voulait faire la IOTA. Elle n'a pas fait tous les tours, mais elle est venue. Elle a fait la IOTA, quoi. Donc, ça, c'est énorme. Bon, j'ai eu Julie Yemono qui a fini 3e au mondiaux de longue distance. J'ai vraiment Jeanne Collomb. J'ai vraiment beaucoup de pros qui viennent. Et j'ai des pros qui sont des fois entre saisons et qui viennent nous voir alors que c'est vraiment, ils font de l'Ironman en pro et ils viennent, c'est dans leur saison, mais ils viennent quand même. Donc, alors que c'est pas forcément leur spécialité de swim and run. Enfin, vraiment, on commence à avoir une belle réputation. C'est très familial et voilà, il y a beaucoup de plaisir et le sport, ça doit être ça, quoi. On essaye de transmettre ça. Tu as toujours eu une météo sympa en plus sur cet événement pour l'instant. Ouais, sauf non, cette année, à cause des intempéries. Voilà.
Il y a Mais eu des bactéries dans l'eau. les sportifs ne s'arrêtent pas malgré le temps. Il peut pleuvoir, il peut y avoir du vent. On ne s'arrête pas, on y va. Exact. Oui, Là, je c'était pensais juste les bactéries. Le dimanche, on a eu des bactéries dans l'eau qui nous a interdit de nager. Mais sinon, Oui, à part ça, oui. à part ça, on je a. pensais plus aux Je peux me permettre spectateurs. de poser la question comment est venue cette idée? Ah oui, elle est venue toute simple. C'est qu'avec mon coach, à la maison, hein, on se fait des entraînements pour le triathlon et on se tirait la bourre sur 1000 mètres de natation, 8 km à pied, parce que je suis meilleur coureur et il est meilleur nageur en proportion. Et on a trouvé cette distance 1000 mètres, 8 km x 2 à la maison, à la base, parce que c'est le pile la distance où x2 ou x3 ensemble, on se tire la bourre à la seconde près. Au début, on avait essayé 10 km à pied, mais je le bats tout le temps, c'était pas marrant. Après, on avait mis plus de nattes, mais c'est lui qui me battait, donc ça ne m'amusait pas. Donc, on a trouvé cette distance. Et puis, on est sur un vélo. Un jour, on fait un petit parcours vélo et il me dit, si on faisait un challenge avec l'Exefi, puisque tu as entendu tout à l'heure, on fait beaucoup de challenges, on a un programme santé sport, mais on l'anime par les challenges. Et je lui dis, mais non, mais c'est trop pour les collaborateurs, 1000 mètres de natation et 8 km à pied. Et puis, on roule, et puis je me dis, non, Goupil, c'est le surnom de mon coach, hein, Goupil. J'ai trouvé, il le connaît, Philippe, il s'est entraîné avec lui déjà. Je lui dis, non, on va faire une grande compétition internationale. Allez. Et j'ai réuni mon market, etc. J'ai dit, maintenant, on essaye cette année. Et dès la première année, d'ailleurs, on a essayé, et puis ça a marché. Première année, c'était un essai. Il y avait 220 personnes au départ. Deuxième année, 600, l'année dernière. Et cette année, plus de 1000. Bravo. Et suivi par les télés aussi, aujourd'hui. Suivi par les télés, on a eu un 26 minutes sur l'équipe. Donc, Oui. alors, ils ne sont pas venus cette année parce qu'il y avait les JO. Tu m'étonnes. Ah oui. On a eu, par contre, en nombre d'articles dans les journaux, FR3 vient chaque année. Enfin, non, ça commence à être. Ça fait plaisir. Voilà. On se donne les moyens. J'ai toute une équipe, j'ai 5 salariés dédiés. Hein. C'est pas, on a vraiment. On a fait bien, on a essayé de faire bien, grand, fort. Et beau. Et pour l'instant, tu as prévu Vichy pendant quelques temps. Tu veux le mettre oui, ailleurs? Alors, Vichy quelques temps pour que ça explose. Tant que j'ai pas 2500 personnes au départ, on ne fait pas du IOTA ailleurs. Sauf IOTA Run. Il y a une nouvelle version qui va sortir avec du relais uniquement à pied. On est en train de créer la formule. C'est plus simple, comme ça, s'il y a des bactéries, tu t'en fous. Exactement. Puis ça permet d'atteindre plus de villes. Mais bon, le swim and run, ça vaut le coup quand même. En relais, c'est vraiment sympa, ou en solo, peu importe. Bon, félicitations pour. Ça va faire plus d'une heure qu'on est ensemble, c'est passé très très vite. Alors Sacha, quand on voit que tout ce que tu désires, tu le réussis, est-ce que tu as encore des rêves non réalisés à réaliser? Puis je voulais rajouter, est-ce que tu as encore des rêves non réalisés, mais que tu t'es dit que tu ne les réaliseras pas, quoi, parce que tu te dis que finalement, ce n'est pas très important et que tu. En fait, ce qui n'est pas très important ou je ne réaliserai pas, ce n'est pas des rêves. Ce qui n'est pas accessible n'est pas accessible, je n'en rêve pas. Un rêve est fait pour être réalisé, j'ai toujours considéré… Oui, mais quand tu étais enfant, tu aurais pu rêver… Moi, je rêvais d'être cosmonaute et de marcher sur la Lune. Donc ça, tu aurais pu rêver ça à 10 ans et tu dis aujourd'hui, tu marcher sur la Lune. Alors, je te donne mon mode de fonctionnement. Je n'ai jamais rêvé de quelque chose qui n'est pas accessible. Je pense toujours, un rêve, il est fait pour être réalisé. Quand j'ai un rêve, je pense toujours qu'on va le faire. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, je suis concentré sur des projets. Au fond de moi, le projet… Alors, la différence entre le rêve et le projet, c'est la date. Hein. Oui. Donc, tout ce que j'ai en tête et qui n'est pas encore un projet est un rêve. D'accord ? C'est vrai qu'au fond, en termes d'entreprise, par exemple, je sais ce que je veux. C'est plus un rêve qu'un projet. Alors, on va dire ça, puisque je n'ai pas daté. Je pense qu'on peut créer un champion mondial des services informatiques de proximité. Je suis loin du compte. C'est pour ça que c'est encore un rêve. Mais je pense qu'on peut créer ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose… Tu es en train de créer un logiciel pour ça, une application interne. Oui, entre autres, je suis en train de révolutionner mon métier par la digitalisation. Je crois qu'on peut créer un champion. Je crois qu'on peut rêver, et là on est dans le rêve, d'avoir 3 000 4 000 agences à travers le monde entier dans notre modèle. C'est un rêve, ce n'est pas un projet, il n'y a pas de date. Mais il n'y a pas de raison voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est un rêve et pas encore un projet, mais encore une fois, je travaille toujours pour mes rêves parce que j'en ai pour de vraies envies, donc je vais tout faire pour le faire. Le deuxième, c'est IOTA. J'ai dit quand j'ai créé IOTA, pour moi, je vois IOTA dans tous les pays d'Europe. Je veux un grand IOTA dans chaque pays d'Europe et faire vraiment un grand circuit européen, voire mondial de IOTA. Ça, c'est un rêve. Voilà, tu veux être à l'image d'Ironman, des grands marathons. Il n'y a pas de raison qu'un Français autonome ne puisse pas faire ça. Une organisation française autonome ne puisse pas faire ça et faire rêver autour du sport. Et si tu devais les classer dans l'ordre, tes rêves? L'entreprise, quand même. L'entreprise, quand même. IOTA, ça te plaît, quoi. Mais IOTA, c'est une entreprise aussi. Oui, c'est une entreprise. Qui va gagner de l'argent après si tu arrives à le développer
Complètement, mais si je Pérez. me permets, complètement. Mais l'entreprise, il y a tellement de gens engagés dans le projet, tellement de gens qui travaillent depuis des années pour ça, tellement. IOTA, j'allais dire, quelque part, c'est plus égoïste. Voilà. L'entreprise est un bien commun, quand bien même je suis actionnaire plus que majoritaire, c'est ma boîte, puisque je l'ai créée et puis j'ai pas de fonds. Mais c'est un bien commun, l'entreprise, avec plein de gens qui se lèvent tous les matins et qui se défoncent pour cette entreprise. Et donc c'est un rêve commun. Tu n'as pas fini de recruter hein, quand on voit tous tes projets et les extensions qui vont arriver. Bon, est-ce que tu as un petit mot pour conclure après cette heure passée ensemble qui a été très agréable? Moi, je vais conclure un truc tout simple. Tu as dit beaucoup de belles choses et tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je vais parler de toi un petit peu, Philippe, mais vraiment, pour conclure, je suis là par amitié, pour de vrai. Je le sais. Et voilà, tu es quelqu'un que j'apprécie. Tu es un personnage étonnant. Je t'ai toujours observé de l'extérieur, tu sais, avant ce que tu as dit, qui est totalement vrai. Tu l'as écrit mot à mot de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que tu étais, quand j'arrive et que j'étais un tout petit commerçant, et je le dis de vive voix parce que tu l'as raconté, mais et Opsi, c'était The Boîte pour moi. Et vraiment, je le dis comme c'est mieux en parole, je trouve, que par écrit. Et c'était The Boîte et j'avais beaucoup d'admiration, de respect. Et c'est vrai que le respect est important, mais en même temps, tu étais un concurrent, je voulais te battre. Tu vois, c'est pas malsain. Et d'ailleurs, on n'a jamais été malsain dans notre relation. C'est normal. Moi, je me suis jamais vu dire quelque chose de négatif te concernant. Je me dis, ce gars-là. On a gardé l'esprit du sport. On veut gagner en gardant l'esprit du sport. Complètement. Et puis, quand j'ai commencé à te connaître, j'étais fier et je suis très content d'avoir repris ta clientèle à la fin, quand tu as changé d'activité, quand tu as écrit la belle chose que tu as écrit. Voilà, et content de notre relation aussi après, vraiment ravi, qui est voilà, une relation d'amitié qui était évidente. Et merci pour tout ce que tu fais. J'espère que tu vas aller le plus haut possible. Tu as l'air de t'éclater aussi, ça c'est pas mal. C'est important de prendre du plaisir. Et donc voilà le mot de la fin. Merci à toi. Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui me connaissent par Sportbiz, mais qui ne savent même pas que j'ai eu une société d'informatique pendant 30 ans. Donc, et puis une très belle société sur Lyon. J'ai été le numéro 1 de 92 à 98, 99. Après, Sacha est arrivé. Il n'y a pas eu que Sacha, bien sûr. Il y a eu les sites internet, LDLC, il y a eu les grandes surfaces qui se sont mis à vendre de l'informatique. Et le monde a changé d'un coup. Et bon, je me suis adapté à mon rythme en faisant du B2B. Toi, ta force, c'est que, ce que je dis à tout le monde, ta réussite fait que tu as démarré le B2B très rapidement. Ouais. Et que ça a été une de mes erreurs parce que rien n'est moins fiable que du particulier. Et moi, je me suis concentré trop longtemps sur le B2C et toi, tu as su démarrer directement sur le B2B. Là où on trouve une fidélité dans l'entreprise qu'on n'aura pas chez le particulier, pareil, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, merci pour tout ce que tu fais. Continue comme ça, puis je vais suivre de près. Et il y a une première aussi dans cette interview. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est parce qu'après, on va le retrouver sur les réseaux. C'est le premier interview où on se tutoie entre l'intervieweur. Je parle des interviews que toi, tu as fait que j'ai vu sur YouTube. C'est le premier interview où il y a le tutoiement alors que tous les autres te vous voient et tu vous vois tes intervieweurs. Je te remercie, Sacha. Je te dis à très, très bientôt. J'espère. À l'entraînement, ensemble, on refera un vis-à-vis. Avec plaisir. Au revoir, Solène. On amènera Solène à la IOTA. On note, hein, IOTA. Tu vas l'entraîner. Merci à vous tous. Je vous retrouve le dimanche prochain à la même heure avec un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui s'appelle Nicolas Puytebois. On parlera du sport, de la reconversion. Qu'est-ce que ça fait d'être remplaçant? Voilà, on parlera un petit peu de tout ça avec un joueur professionnel qui a quand même fait la Coupe d'Europe. Donc voilà, je vous dis à dimanche prochain. Merci Sacha et générique. Au revoir. Bye bye.